nos informations. Et attention aussi. Quand ce joueur a le ballon, bonsoir, bienvenue dans votre émission C'est le foot, de l'information sportive, de l'exclusivité, j'ai envie de dire, des résultats. Voilà le menu de ce quatrième numéro de cette année 2021, concernant d'ailleurs votre émission, ses amis téléspectateurs, à savoir C'est le foot. 3 invités justement dans cette émission. Alors Rudy Manet, qui est le président de l'UNAR, pensionnaire de la Régionale 2, Poule A, avec son entraîneur, il est présent justement avec son entraîneur, à savoir Christophe Bézia. Eh bien, ils vont nous parler de quoi? Ils vont nous parler d'ailleurs de la situation du club, définir les objectifs affichés, et en tout cas pour cette saison, version 2021. Bonsoir messieurs. Bonsoir. L'UFOLEP. Alors l'UFOLEP, c'est l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique, évidemment. 93 années d'existence. Comment expliquer sa longévité et surtout quel est son rôle dans le milieu associatif? Autant d'éléments auxquels vous aurez à répondre d'ici quelques instants, Serge Baroui, puisque vous êtes notre 3e invité. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Steve? Très bien, Richard. Bien reposé. On va essayer d'enchaîner parce que je vois que le championnat aussi enchaîne rapidement. Il y a des rencontres aussi ce soir. Il y aura des rencontres ce week-end, très importantes. Et puis j'ai hâte de discuter aussi avec le président de l'UNAR et voir M. Bézia aussi, et ainsi que M. Baroui, pour discuter un petit peu de leurs difficultés et peut-être de leur contentement, en fait, de tout ce qui va dans leur club ou leur fonctionnement. Parfait. Alors, Rudy Manet, vous avez pris les rênes de ce club de l'UNAR. C'était en 2017, si mes souvenirs sont exacts. On est d'accord? Tout à fait, le 4 juillet 2017. Et que vous avez remplacé, Michel Ogoli, un homme qui a beaucoup donné pour l'UNAR. Et qui est resté tout de même 9 ans, si je crois bien, 9 ans au sein de ce club. Tout à fait. Club mythique du côté du Rézé. Alors, c'est vrai, 2017 à 2020, alors j'ai envie de savoir ce que vous avez pu constater dans ce club, en termes d'évolution, s'il y en a. Alors, tout d'abord, ce club qui a été fondé par des jeunes du Rézé à l'époque, en 1984, le 4 juin 1984, j'ai constaté qu'il y avait des personnes impliquées, notamment le président Ogoli, les fondateurs, les membres fondateurs étaient encore là. J'ai été licencié dans ce club-là en 1984. Et les membres fondateurs étaient encore là quand je suis arrivé, et c'est une belle preuve de fidélité. Donc par la suite, bien sûr, j'ai remarqué que ce club-là avait une culture de la formation des jeunes. On n'était pas sur la compétition des seniors. Ce qui fait que l'UNAR jusqu'alors n'était, avant que nous n'arrivions aux affaires, l'UNAR n'était jamais monté en régional 1. Donc nous avons essayé de maintenir cette idée, cette façon de faire avec la formation des jeunes. On a une école de football, on fait de la préformation, et nous avons aussi essayé de rajouter ce volet de compétition, puisque la compétition, elle forme l'homme. Et effectivement, dès la première année, on a fait un choix financier, puisque les finances n'étaient pas forcément très bien. On n'a pas inscrit les catégories U19 en championnat. On a fait l'impasse parce que ça coûte aussi cher que les seniors. Et par la suite, on est monté en senior dès la première année. À la fin de la première année, on est monté en senior R1. Et c'était la première fois. La deuxième année, on a dû réinscrire, puisque quand vous êtes en R1, vous devez avoir toutes les catégories présentes. On a dû réinscrire les U19. Et on a été maintenu en senior. Et les U19 sont montés eux aussi en R1, puisque quand ils se sont réinscrits, ils étaient en R2. Les petites catégories se portent bien. D'ailleurs, il y a de cela 2 ans, puisque l'an dernier, il n'y a pas eu de champion. Nous étions champions U17. Et nous avons plusieurs joueurs qui sont partis en club, en formation, en centre de formation, et qui n'ont pas encore signé, puisqu'ils ont 19 ans pour 2 et un autre qui a 17 ans. Mais ça se présente plutôt bien. Donc l'UNAR reste un club de formation,
tout en intégrant l'élite de la compétition. Oui, alors, quand on parle de Lunard, tout de suite, eh bien, on a en référence les Girondins de Bordeaux, parce que vous avez signé à un moment donné, vous étiez en partenariat avec les Girondins de Bordeaux, on se souvient encore. Oui. Et il y a des joueurs de renom qui sont passés justement avec Lunard, je pense à Thomas Lemar, par exemple, qui est passé par là, ou encore Nangis. Voilà, des joueurs qui sont passés justement avec Lunard. Non, Thomas Lemar n'est pas passé chez nous. Si. Oui. Oui, mais... Non. Renseignez-vous bien, messieurs. Bon, alors... Oui, exactement. Et ce n'est qu'après, parce que l'histoire, je la connais très bien, ce n'est qu'après, justement, eh bien, qu'il a été repéré par Franck Louis. Et Franck Louis, à ce moment-là, eh bien, l'a envoyé justement avec Caen. Je parle de Thomas Lemar. C'est pas tout à fait l'histoire que je connais, mais je dirais simplement que nous faisons de la formation et avec les plus jeunes très tôt et on fait de la préformation. Donc effectivement, on a beaucoup de joueurs qui passent chez nous. D'ailleurs, quand on a perdu les 18 joueurs l'an dernier et qu'on a descendu à cause de la Covid, on a pu les remplacer et être figurés correctement aujourd'hui dans le championnat. Mais Lunard aujourd'hui a formé un pro qui s'appelle Jordan Leborgne, mais et pour l'instant on espère faire signer 3 autres qui sont en cours de formation. D'accord. Mais l'idée c'est vraiment de dire que l'on arrive à capter l'essence même des jeunes pour leur permettre, si vous voulez, d'être des hommes par un outil qui s'appelle le football. Tout le monde ne peut pas être professionnel. Le but, c'est de dire, on fait de la formation, on leur apprend les valeurs qu'il y a dans le sport de haut niveau, même si on n'est pas totalement du haut niveau, on fait de la préformation derrière. Et après, ces jeunes-là, ceux qui peuvent partir en métropole faire les choses, c'est tant mieux. Ceux qui ne peuvent pas, on espère ces personnes pourront jouer au plus haut niveau. Et les autres, ça peut être du loisir et se retrouver en UFOLEP à jouer. Voilà. Alors évidemment, si je vous ai fait venir en plateau avec votre coach, en l'occurrence Christophe Béziat, c'est parce qu'on s'est rendu compte, voilà une équipe qui a de l'ambition, qui actuellement est 2e dans le championnat. Et alors quand je parle d'ambition, c'est tout simplement retrouver l'élite du football guadeloupéen. Alors, Claude Béziat, moi je m'adresse à vous, Christophe Béziat, donc je m'adresse directement à vous. Vous avez trouvé une équipe, parfois, où il y avait des jeunes qui en voulaient. Quel a été votre premier constat quand vous êtes arrivé avec ce club? Je suis au club depuis 2008. Oui. Donc, les jeunes qui étaient là, je les connaissais déjà, je suis monté avec eux. J'ai commencé avec les U15 et je suis monté crescendo avec eux. Donc, je connaissais déjà une grosse ossature des jeunes. C'est plutôt les seniors, ceux qui sont restés, que j'ai appris à connaître et on a pu former une équipe et faire une bonne osmose entre les deux. D'accord. Je connaissais la plupart des jeunes déjà. On a vu évoluer cette équipe, Steve, c'est vrai, notamment la saison dernière. On s'est dit qu'il y a de bonnes graines, c'est vrai, effectivement, d'ailleurs, vient de le dire, Christophe Béziat, de très bonnes graines au sein de cette formation. Et on s'est dit que certainement c'est une équipe qui va jouer une carte sérieuse dans le championnat de la régionale 1, c'était il y a de cela quelques temps. Maintenant qu'elle est dans la seconde, c'est-à-dire les autres en régionale 2, les joueurs sont aguerris et on pense que c'est une équipe qui certainement ne tardera pas à retrouver la régionale 1. Après, je suppose qu'en descendant, ils ont dû perdre aussi quelques joueurs. Donc ça arrive. Après, la chance qu'ils ont, c'est quand même au niveau de la formation, parce qu'il n'a pas parlé de la formation, mais quand il y a des gens quand même qui sont déjà passés par une bonne préformation, on va dire que c'est l'essentiel pour le football. Et après, c'est l'évolution de tout à chacun. Donc ils ont quand même dans le secteur le potentiel et la possibilité. Après, comme on dit, avec les anciens, on a toujours besoin à un certain niveau pour des cadres, pour justement maintenir ceux qui peut-être leur a manqué l'année où ils sont montés, justement en R1. Donc
dans la durée, c'est toujours un peu plus dur. Il y a un petit peu le début de saison où les joueurs sont très dynamiques, beaucoup d'élan. Et après, sur la durée, c'est un peu plus dur. Donc maintenant, je pense qu'en R2, ça doit être bien de se servir de cette année d'expérience pour redonner la motivation aux jeunes de remonter et de regoûter au haut niveau, quoi. Alors, oui, allez-y. Je voudrais juste faire remarquer, premièrement, on n'est pas deuxième, réellement, on est premier ex-aequo. Oui, bien sûr. En termes de points. Oui, en termes de points, bien sûr. C'est quelque chose, on y tenait par rapport à la Covid, voilà, c'est pas négligeable. On veut rester vraiment au tableau pour que la même mésaventure ne nous arrive pas deux fois. Oui. Ça, c'est la première des choses. Et la seconde des choses, il faut savoir effectivement, comme disait Steve Masson, que nous avons une équipe pratiquement de juniors et de cadets. Dans l'équipe, on a un 2004 titulaire, on a 3 2003 titulaires. La dernière fois, on a joué sous cette configuration-là, et avec 8 2002. Donc, vous n'aviez aucun senior quand on a joué contre l'Étoile. Et normalement, dans cette équipe-là, on a 4 seniors, vraiment, qui sont avec ces petits jeunes, et qui sont vraiment motivés. Et l'avantage qu'on a, comme disait Steve, c'est qu'avec cette préformation qu'on a faite, ces jeunes-là ont cet esprit de formation et que l'UNAR... L'esprit club qui est important parce que ça donne de la puissance, de l'énergie au sein même des joueurs. Donc c'est important maintenant d'avoir des repères et surtout avec l'aspect financier, on peut peut-être pas, mais au moins on peut avoir la fierté de faire avoir des résultats avec des joueurs qui sont du club et qui sont issus du quartier, quoi, en quelque sorte. Et pour les faire venir, ces joueurs, est-ce que ça vous a posé des problèmes? Les faire venir, mais on n'a pas vraiment fait venir. Voilà. Oui. On les avait, ils sortaient du coup de formation, comme disait Christophe Bézia, il les a eu en U17, ils arrivent en U19, ils sont champions en U17 avec lui. Ce sont des jeunes qui sont de la maison. Enfin, donc on a perdu tous les autres joueurs. Juste pour préciser ma question, parce que vous le savez tous, hein, dans les clubs, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, très souvent, les joueurs ont tendance à quitter le club, à partir. Bon, il faut qu'il y ait de la motivation. Il faut qu'il y ait quelque chose pour les retenir. Alors, c'est quoi? De la correction. De la correction. Vous savez, les jeunes sont impitoyables. Ils sont impitoyables et ils ont raison. Mais ils ne sont que le reflet de ce que nous sommes. Si vous êtes correct avec eux, si vous respectez vos engagements, ils vous suivront. S'ils voient que vous faites preuve d'injustice, de mensonge ou de faux semblants, ils partiront. Ils se battront sur le terrain. Lorsque les arbitres arbitrent un match et que les jeunes voient quelque part qu'il y a de l'injustice, ça finit toujours mal. Les jeunes, quand ils savent que vous avez un staff dirigeant qui est correct, qui est respectueux, qui arrive à l'heure, que quand on vous demande quelque chose, nous-mêmes on le fait, ils sont corrects. Ils font des bêtises, comme tous les jeunes, mais ils ne peuvent rien vous dire. Et ils vous respectent. Cette correction permet le respect, permet la stabilité du club. Et c'est ce que nous essayons de faire à l'UNAR. Nous pensons vraiment que c'est ça. Oui. Il y a un autre aspect très important, je crois que c'est l'aspect social du club, parce qu'il faut en parler, justement. On sait que c'est maintenant, presque tous les clubs essaient de mettre un petit peu en évidence, en exergue, cet aspect-là. C'est-à-dire, par exemple, on sait qu'il y a des joueurs qui ont des difficultés. Bon, les parents, parfois, n'ont pas les moyens nécessaires pour accompagner en quelque sorte ces gamins. Est-ce que vous, à votre niveau, c'est-à-dire au sein de ce club, est-ce que vous mettez un petit peu en évidence cet aspect-là? On est obligé. On est obligé parce qu'on est dans une cité d'éducation prioritaire. Vous voyez le terrain du Nord, vous avez des bâtiments partout, vous avez des parents qui sont en grande difficulté. On est obligé de beaucoup parler avec eux, de les accompagner scolairement dans leurs exercices, entre guillemets, dans leur scolarité, parce que on leur explique aussi qu'aujourd'hui, pour ceux qui veulent aller en faire leur métier, qu'on ne les prendra pas s'ils ne travaillent pas un minimum, puisque la charge de travail est si importante qu'on considère que si vous n'avez pas des bons résultats, vous ne pouvez pas vous entraîner. Et donc là, ils commencent à en prendre conscience. On est obligé parce que quand vous avez des parents qui travaillent et qui ne peuvent pas répondre au téléphone, l'autre jour on a eu cet exemple, un enfant qui a mal à la tête, qui est en pleurs, on ne peut pas lui donner de médicaments, mais les parents ne peuvent pas répondre au téléphone parce que la mère est femme seule et elle travaille dans une boulangerie. Et si elle répond au téléphone, le patron lui a déjà dit qu'il va la virer. Si vous n'avez pas cet aspect social, si vous ne prenez pas en compte les situations individuelles dans le quartier, vous êtes en grande difficulté. On a d'ailleurs fait une réunion avec les jeunes qui sont autour du terrain. Il y a des jeunes qui sont en grande difficulté. Ce qui veut dire que vous discutez souvent avec les parents?
avec les parents, mais avec aussi les jeunes, les deux. Si vous ne faites pas ça, je pense que vous êtes dans l'erreur. Mais si vous voulez, le plus important, je pense, encore une fois, c'est bien expliquer ce que vous faites et respecter les fondamentaux de votre club. Et ça, je peux dire que les anciennes Lunards qui étaient très, très impliquées, parce que je vous l'ai dit, dès le départ, je les ai retrouvés là en tant que dirigeant. J'arrive en tant que président en 2017, ils sont encore là. Et ils sont prêts à accompagner toujours le club. Ils donnent encore. Et ça, c'est magnifique. Alors, Christophe Bézia, sur le terrain, comment ça se passe avec les joueurs? Très bien, très bien. On a pu créer une bonne dynamique et il y a une bonne ambiance. Les résultats aussi font que l'ambiance est bonne. Mais ils sont très solidaires, ils sont toujours ensemble, même en dehors du football, ils se retrouvent souvent ensemble, donc il y a une très bonne ambiance. Et vous discutez de quoi? Est-ce que vous discutez souvent de football? Vous discutez de quoi avec les gamins? De tout, de tout. On discute football, on discute de l'actualité, ce qui se passe un peu partout. Bon, alors, là, on va parler maintenant de l'objectif clairement affiché de ce club. C'est quoi, Président? L'objectif est simple. Toutes les catégories au plus haut niveau de compétition. Quelle que soit la catégorie qui joue, l'UNAM, pour l'instant, n'a pas fixé l'objectif de sortir champion, sauf en R2, puisque c'est quasiment mécanique, puisque pour monter, il faut être champion, et là on est sûr, ou sinon meilleur des deuxième des deux poules. Donc, mais dans toutes les catégories, l'objectif c'est de pouvoir travailler dans ces catégories chaque année. On peut être troisième, quatrième, après on regarde si on est champion ou pas. Mais c'est se maintenir dans le plus haut niveau de catégorie pour pouvoir exercer au mieux la compétition. Alors vous disiez que les anciens restent toujours fidèles au club, c'est ça? Oui, ils sont là, ils sont présents, il y en a qui sont éducateurs, il y en a qui sont conseillers d'administration. Je salue d'ailleurs Michel Ogoli qui regarde certainement cette émission. C'est le premier vice-président, il m'accompagne. D'accord. Alors, et là, en termes d'accompagnement, ils sont toujours là, ces responsables? Oui, ils sont là. Ça n'a pas toujours été facile, puisque vous avez aussi un conflit de génération, des méthodes différentes, des visions différentes, mais on y trouve notre compte. Et heureusement qu'ils sont là. Et on ne souhaite pas qu'ils partent. On veut qu'ils restent là, qu'ils nous accompagnent. Et ils ont tellement donné pour le club toutes ces années que je crois qu'ils méritent bien ça. Je vais maintenant me tourner vers Serge Baru, qui est le président de l'UFOLEP Guadeloupe. Alors, on va parler justement très longuement de l'UFOLEP. L'UFOLEP, alors, je l'ai dit en introduction, c'est le regroupement des associations. On est bien d'accord. Alors, parlez-nous un petit peu de cette institution, j'ai envie de dire, puisque 93 ans... 70. En fait, cette année, on fête notre 70e anniversaire. 70e. Non, mais je parle de l'UFOLEP au plan national. Au plan national, oui, effectivement. Ah oui, 93 ans. Mais comme souvent, on insiste, surtout nous, dans notre territoire, sur l'histoire de l'UFOLEP sur l'archipel. Mais en fait, on est arrivé en 1951 dans les bagages de la FOL, au même titre que notre haute fédération qui est l'UCEP. Et donc aujourd'hui, l'UFOLEP, c'est 1520 licenciés. Aujourd'hui, 58 associations. Répartis sur une douzaine d'activités de disciplines sportives, alors soit compétitives, soit des activités de loisirs. Alors, je me suis souvent posé la question, est-ce qu'il y a vraiment une coordination entre l'UFOLEP avec la Ligue guadeloupéenne de football? On avait une convention qui date de plus de 15 ans, qui avait été mise en place à l'époque où l'UFOLEP était présidé par Robert Gava. Et je crois que c'était M. Guiroc qui était président à l'époque. Donc la convention existe toujours. Maintenant, elle mérite d'être réactualisée, puisque le football a évolué, les règlements également, et surtout le code du sport a clarifié certaines choses. Donc ça mériterait d'être amplifié. Entre les deux fédérations, puisque le football chez nous représente l'activité majeure, puisque sur les 1520 licenciés, on a plus de 500 footballeurs et on a 18 équipes. Donc c'est pour ça que je pense qu'on aurait intérêt à revoir cette convention.
Oui, parce qu'on a comme impression finalement que chacun défend un petit peu sa chapelle. Notre rôle, il est clair, hein, c'est de proposer une alternative. Oui. Le football chez nous est à l'image des autres sports, hein, tous les sports autrement, ça veut dire chez nous accessible à tout public, ce qui veut dire depuis les enfants quand on a des activités comme la gymnastique rythmique, jusqu'aux seniors lorsqu'on veut toucher au tai chi, à la marche. Donc on permet une pratique alternative. Donc au niveau des jeunes, on n'en a pas, puisqu'il n'y a pas de demande de la part de nos associations. Par contre, on a pu ouvrir encore une autre pratique, qui est le futsal, qui s'est fortement développé ces 3 dernières années. Et nous envisageons pour cette année déjà, sous forme de tournoi, de mettre sur pied le football pour les plus de 35 ans, puisque la demande se fait jour de plus en plus, notamment depuis le début de la crise sanitaire. Et si cette pratique de tournoi prend forme et plaît, on envisagera la saison prochaine de mettre sur pied un championnat de foot pour les plus de 35 ans. Alors quand on parle justement de foot, est-ce qu'il y a des footeux qui font partie de la Ligue guadeloupéenne de football et qui viennent vers vous, disons, soit peut-être en fin de carrière ou peut-être même quand ils sont en exercice? Il y en a pas mal, des étudiants, oui, il y en a pas mal. Et qu'est-ce qui les attire alors selon vous? Peut-être l'état d'esprit du FOLEP, hein, c'est-à-dire que les choses sont assez claires. Pendant longtemps, on avait ces fameux échanges entre la Martinique et la Guadeloupe, qui a fait beaucoup pour notre succès. Les moyens ont été réduits il y a déjà plus d'une dizaine d'années au niveau des collectivités majeures, qui a fait qu'on a dû revoir un petit peu notre fusil d'épaule en matière d'échange entre Martinique et Guadeloupe. Donc aujourd'hui, ça se fait beaucoup moins. Mais pour autant, on a cet esprit qui permet à des gens de venir s'entraîner régulièrement, 2-3 fois par semaine, de venir pratiquer tous les 15 jours. D'un premier temps, c'était dans la catégorie d'accueil. Au fur et à mesure, on a créé 2 autres catégories. L'élite, donc qui regroupe les 10 meilleures équipes par match aller-retour. Donc ça, il n'y a pas de grosse différence avec la Ligue guadeloupéenne. Et puis depuis l'an dernier, on a dû, par rapport au nombre d'équipes qui a quand même un petit peu diminué, passer d'un match tous les 15 jours à des matchs aller-retour. Question de Steve. Non, alors j'aurais bien voulu savoir que signifie UFOLEP, justement, par rapport à la signification, parce que c'est vrai qu'à chaque fois je me suis posé la question, mais personne n'était réellement capable. L'Union française des œuvres. Alors, l'Union française des œuvres laïques d'éducation physique. Ok. Donc en fait, très clairement, la laïcité, c'est là notre affinité avec la Ligue de l'enseignement. Donc on est une fédération de sport, également un mouvement d'éducation populaire. Ouais. Très intéressant. Donc c'est vrai que je me posais la question, je ne pense pas être le seul. Et là, on a un petit peu la réponse. Après, quelle politique ça veut dire de développement vous avez mis en place, justement à long terme, malgré les difficultés? Alors, notre volonté, c'est en fait d'être présent sur l'archipel, autant que possible. C'est-à-dire que jusqu'à l'an dernier, nous avions même une équipe de Marie-Galante, l'équipe de Canic. Donc c'est pour dire qu'on a des clubs sur la Basse-Terre, la majorité se trouve sur la Grande-Terre, c'est vrai, mais essayer d'animer le territoire. Alors soit par des clubs de football, soit par des associations de cyclisme, puisque là aussi on a 21 associations, et là dans ce cas-là avec des associations sur Marie-Galante, Carata en l'occurrence, on essaie d'occuper le territoire, soit par l'animation, soit par des compétitions. Et donc l'idée c'est de permettre la pratique autant que possible avec des gens qui côtoient, là on a des jeunes de 18 ans qui côtoient des gens de 45, 50 ans. Alors parfois, je l'ai entendu dans le cas de l'UNAR, il y a aussi des conflits de génération. C'est aussi ce qui fait qu'on voudrait, à la demande de beaucoup d'anciens joueurs, développer le football des plus de 35 ans. Mais là aussi, pas uniquement calquer ce qui se fait actuellement, le faire sous forme de football effectif réduit, donc du foot à 7. Beaucoup de choses intéressantes qu'on est en train de développer d'ici quelques instants. Eh bien pour l'heure, nous marquons une pause couleur dans cette édition. À tout de suite. Retour en plateau avec les invités. Nous recevons ce soir le président de l'UNAR, Rudy Manet, Christophe Bizia qui est le coach justement de ce club de l'UNAR, Serge Baru qui est le président de l'UFOLEP. Alors justement, nous étions en grande conversation tout à l'heure, président. Vous disiez que chez vous, le regroupement des associations, c'est un petit peu votre prérogative.
Oui, c'est effectivement. C'est-à-dire qu'au-delà de l'animation du territoire que nous en réalisons régulièrement, le sport en soi n'est pas, la compétition surtout n'est pas une fin en soi. Chez nous, on utilise vraiment le sport comme un outil. Donc ça signifie que l'UFOLEP aujourd'hui est organisé sur 2 axes. Un axe qu'on appelle sport-éducation, qui est mené par les associations ou à destination des associations. Donc ça peut être des compétitions qui sont proposées. Alors aujourd'hui, les compétitions que nous proposons, c'est en futsal, c'est en football, c'est en cyclisme. Par exemple, en cyclisme, nous avons la fierté d'avoir le calendrier le plus dense, puisque nous avons 20 associations cyclistes. Ça nous fait donc, chaque association doit organiser 2 courses dans la saison, ce qui fait qu'on a 40 week-ends qui sont pris. Ah oui, vous voyez que ça donne pas mal de week-ends de prix. On a des activités compétitives, donc ça va des activités nautiques et aquatiques. Donc là, on retrouve un certain nombre de disciplines comme la natation, le kayak de mer, la voile traditionnelle, la planche à voile. C'est 3 associations qui œuvrent dans ce domaine-là. Donc là, c'est essentiellement du loisir, de l'apprentissage en natation pour les enfants comme pour les adultes. Et puis nous avons d'autres activités comme le tai chi, avec 2 associations aussi également qui œuvrent régulièrement. Et puis la marche sur Sainte-Anne notamment, ou sur Marie-Galante, marche aquatique sur Marie-Galante. Je crois que c'est la seule association qui le fait dans notre comité. Et puis la marche sportive ou des randonnées pédestres. Alors il faut que ça soit clair, ce sont des compétitions qui se font évidemment au plan départemental. Exact. Au plan départemental. Est-ce qu'il y a des échanges qui se font par exemple avec les autres ligues par exemple? Est-ce que ça vous arrive par exemple de partir en métropole avec Oui, tout à fait. Oui. Alors effectivement, les compétitions sont d'abord au niveau local, donc pour nous c'est départemental. On parle de compétitions interrégionales lorsqu'on va en Guyane ou en Martinique. En Martinique. Ouais. Alors depuis 3-4 ans, le comité de Guyane est revenu sur la scène, donc on espère remettre sur pied des compétitions avec la Guyane, et puis notamment en cyclisme, on a des compétitions nationales. Non, c'est très intéressant. Après, c'est comme il dit, hein, l'état d'esprit est différent que peut avoir la Ligue en général. Bon, après les ligues, il y a les ligues à chaque catégorie, que ce soit au sport, au football, au basket, au handball, tandis qu'eux, ils englobent plus général et en plus une animation générale culturelle. Donc c'est dense, c'est très ouvert, mais c'est très compliqué à gérer aussi quand même, parce que déjà avec un sport c'est compliqué, alors j'imagine avec plusieurs activités, c'est autrement. Après, c'est moins cet esprit compétition qui règne, c'est plus esprit famille, même si je suppose qu'au niveau du football et le vélo, ça doit être très compétitif. Alors, c'est compétitif, c'est vrai, mais par exemple, si on prend le cyclisme, on a 5 catégories, première catégorie, deuxième, troisième et grands sportifs de niveau A et B. Donc ça permet de toucher des personnes qui ont de 17 ans jusqu'à 60 ans et plus. Donc chacun s'y retrouve. Mais effectivement, l'esprit de compétition demeure. Donc on peut s'appuyer en tout cas sur des commissaires, parce que ça c'est vraiment une grande force aussi de l'UFOLEP, la formation. Donc on forme nos commissaires cyclistes, nos arbitres en football, nos délégués. Vous formez aussi vos arbitres? Oui, alors on forme nos arbitres, on peut même s'enorgueillir d'avoir 2 anciens arbitres de la Ligue. Votre fonctionnement, j'ai presque envie de dire, votre fonctionnement c'est exactement comme la Ligue. Ben, comme toutes les ligues, on est une fédération. Ben oui, une fédération, mais enfin je veux dire, ce que vous mettez en place, en exergue, c'est quasiment pareil. Formation des arbitres, formation aussi des éducateurs. Oui, des entraîneurs et formation surtout. On a porté l'accent depuis 2 ans des dirigeants d'associations. Parce que là où le bas blesse, en Guadeloupe particulièrement, c'est quand des associations reposent que sur un noyau de personnes. On sait très bien qu'à un moment donné, à force de tirer la corde, elle peut rompre. Donc on essaie de permettre aux associations d'étoffer leur comité directeur ou leur conseil d'administration, de déléguer un petit peu plus les responsabilités pour que l'association puisse pérenniser. Puisque au départ, les associations du FOLEP, c'est des associations de quartier, mais certaines prennent de plus en plus d'ampleur. Donc certaines veulent être multisports, certaines ont envie aussi de permettre à leurs jeunes du quartier de pouvoir avoir un métier. Donc de la formation fédérale, on est passé depuis 2011 à la formation professionnelle. D'accord. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on dispense un certificat de qualification professionnelle qui permet à un jeune ou un moins jeune de venir
passer une formation en alternance sur 6 mois et de pouvoir, à la suite de son examen, encadrer contre rémunération. Alors, votre assemblée générale qui devait avoir lieu ce week-end, malheureusement, a été reportée, c'est ça? Exact. Les raisons? Conditions sanitaires, essentiellement, vous savez, la Guadeloupe, comme tous les territoires, est impactée. Et notre Assemblée générale réunit généralement plus d'une centaine de personnes. Donc la ville du Lamentin nous avait donné son accord et nous l'en remercions. Mais la préfecture nous a clairement fait comprendre que pour ce dimanche, ça ne serait pas forcément possible. Donc on a jugé utile de reporter notre Assemblée générale au dimanche 21 mars. Et il était important pour vous, il est très important pour vous de tenir cette Assemblée générale en présentiel? Oui, enfin, on préfère parce que c'est une Assemblée générale élective. Donc pour les élections de personnes, je pense qu'il est préférable de le faire en présence de tous les candidats. Maintenant, dès aujourd'hui, on a commencé à réfléchir à la possibilité de la faire en visio. Ça va nécessiter d'autres moyens techniques, mais on a presque cette semaine pour l'organiser. Et si ce n'est pas possible de le faire en présentiel, ça se fera en visio. Et c'est un point qui vous sépare, là, je pense, de la Ligue guadeloupéenne de football, puisqu'en fait, la Ligue guadeloupéenne de football, le Dimanet, si mes souvenirs sont bons, a tenu son assemblée générale en présentiel. Oui, la Ligue guadeloupéenne de football. Pas en présentiel, non, en visio. En visio, voilà. Ils ont tenu leur assemblée générale en visio, mais l'UNAR, c'est pas la Ligue. Ah non, je sais, non. Dans la même problématique. Effectivement, non, je le dis, je parle au président, je ne parle pas. Oui, tout à fait. J'ai voté en distanciel. Voilà. Au nom de l'UNAR. Mais c'est possible, hein. Aujourd'hui c'est admis. Le souci, c'est que c'est un coût. C'est un coût. La Ligue a payé cette prestation. C'est un coût. Deuxièmement... peut-être que le FULAP n'a pas peut-être les moyens. Je ne vais pas me prononcer pour le FULAP. Mais il y a un deuxième point. Je vais répondre, évidemment. C'est pas un souci. La question, c'est pas posée puisque notre Assemblée générale devait se faire en présentiel. Oui. Et la préfecture nous a convaincu de le reporter, mais on va se donner les moyens pour qu'à la mi-mars, la question ne se pose plus. Si ce n'est pas possible à faire en présentiel, elle se fera en visio le 21 mars. Ceci dit, il y a quand même faut prévoir à ne pas mettre en place une forme de discrimination. Il y a certaines associations, certains présidents d'associations qui ne sont pas tellement aguerris à la chose informatique ou qui n'ont pas les moyens. Voilà. Donc, qu'est-ce qui se passe? D'ailleurs, ils ne viennent pas, ils ne sont pas à l'Assemblée. Alors, des fois, c'est un peu compliqué d'avoir le quorum. On a eu le quorum pour la Ligue, mais tout le monde n'était pas là. Je reste avec vous, Rudy Manet, parce qu'il y a une exclusivité, si je crois bien. Et bien, ça concerne justement une demande que vous avez comment dirais-je, adressée à la Fédération française de football. Vous allez nous détailler en quelque sorte, disons, l'objet même de cette demande. Oui, c'est une exclusivité télévisée, je dirais, puisque RCI en a parlé en radio. Mais effectivement, Canal 10 a cette exclusivité, bravo. Et oui, nous nous sommes réunis dans un cadre de réflexion depuis quelque temps, certains présidents de clubs qui estimaient, qui se connaissent déjà, il faut certaines affinités, qui se connaissent bien, et qui, de manière générale, ont toujours essayé d'apporter leur pierre à l'édifice de la construction du football guadeloupéen. Ces présidents, sous l'impulsion à l'époque d'Henri Liakou, qui mène un combat depuis longtemps pour faire admettre des clubs en National 3, le champion R1, nous avons fait, 13 présidents à l'époque, un courrier à la Fédération française de football demandant pourquoi les clubs n'étaient pas en National 3. Ce courrier est parti depuis tantôt. Maintenant, ce sera un projet qui sera compliqué, ce courrier. Donc, nous savons très bien que ça ne va pas se régler demain. Par contre, nous avons une urgence. Nous sommes, et on en parle tous les jours, en urgence sanitaire. Cette urgence sanitaire provoque des désarrois, mais certains jeunes en France métropolitaine, en grande difficulté psychologique. Ces jeunes... Surtout des jeunes doumiens. Oui, on y arrive. Moi, je parle de jeunes d'abord en général, et après spécifiquement des jeunes doumiens, et plus spécifiquement encore, des jeunes guadeloupéens. Donc, nous avons vu tous des émissions de jeunes qui étaient en Alsace, qui ne sont pas doumiens, et qui étaient dans des
des conditions psychologiques très difficiles parce que leurs parents étaient à Bordeaux, par exemple. Et donc, vous imaginez les Domiens où il y a 7000 km, où c'est compliqué. Donc, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qu'on pouvait faire pour ces jeunes? Et l'idée nous est venue de la même façon qu'on utilise le football comme outil, si vous voulez, pédagogique pour pouvoir permettre aux jeunes de grandir et de s'intégrer. De la même façon, nous nous sommes dit qu'est-ce qu'on pouvait faire à travers le football. Et on a donc conçu un courrier qui demande à la Fédération française de football de laisser rentrer les jeunes en Guadeloupe en n'étant pas mutés. Comme ça, ils pourraient pratiquer le football dans des clubs guadeloupéens de R1, voire de R2 pour certains s'ils le souhaitent, et plutôt que de rester sous couvre-feu à partir de 18h, ou encore peut-être bientôt confinés. Bien entendu, notre démarche est constructive. En fait, c'est une double licence, pour vous demander. Une double licence, mais spéciale Covid, on l'a appelé comme ça. C'est-à-dire une double licence qui permet que les jeunes ne soient pas mutés. Pourquoi? Pour deux raisons. Alors, l'association des clubs, justement... Alors, on n'a pas encore l'association des clubs. L'association des clubs, c'est la Ligue. Non, je parle de la SNN-UFAR. Alors, oui, voilà, c'est il y a la délégation. Il y a la Jeunesse Évolution, il y a le CSM, Olympique Saint-Claude, Resta, Luna, USBM et USCO. Voilà, ce ne sont que ceux-là qui ont signé parce que c'est ceux-là qui étaient présents et nous sommes dans une urgence. Mais il y en a beaucoup plus, notamment, vous avez l'amicale des éducateurs avec Richard Albert que j'ai eu personnellement, nous l'avons eu et il nous a dit qu'il était à 2000 à l'heure pour. Donc, par contre, il va quand même informer son comité directeur. Nous avons rencontré le président d'Artron avec une partie de son comité directeur, mais tout au moins avec son directoire, et qui est d'accord, qui nous accompagne là-dessus, qui lui-même va faire un courrier parallèlement à la fédération demandant cela. Il faut bien comprendre l'idée, c'est que ces jeunes-là rentrent, ils jouent dans des clubs guadeloupéens sans être mutés, et si on lève, si les compétitions reprennent en France, ils repartent et ils retrouvent le statut qu'ils avaient avant d'y être. Ça, c'est pour permettre de pallier la détresse psychologique qui est la leur aujourd'hui. Et puis de donner aussi un niveau au championnat. De continuer à jouer au football, de permettre au championnat guadeloupéen peut-être de grandir aussi un petit peu. D'élever un petit peu le niveau quand même. Voilà, tout à fait. Et aussi, il faut le dire, parce qu'on a du mal à le dire, de permettre à certains jeunes qui n'ont pas réussi et qui n'ont pas forcément le courage de rentrer chez eux, d'avoir cette opportunité. Donc, alors cette demande est déjà arrivée, je suppose, sur le bureau de M. Noël Legré. On se sépare les tâches, normalement oui, c'est déjà arrivé, puisqu'on attendait la réunion avec la Ligue avant de l'envoyer par correction, et cette réunion a été très positive, donc M. Riakou est en charge de l'envoyer aujourd'hui même. Que pensez-vous, M. Jumaroui? C'est une très bonne idée, c'est vraiment tout à fait dans l'esprit qu'on promeut à l'UFOLEP, favoriser l'insertion sociale et professionnelle quand on le peut, mais là je trouve l'idée formidable parce qu'elle répond à plusieurs objectifs, et notamment le dernier objectif qui est permettre à des joueurs de retourner chez eux et puis peut-être de rebondir, tout bêtement. Oui, et puis surtout en avant aussi l'équilibre social, parce que l'éloignement que sont confrontés, c'est déjà un problème pour les DOM, donc les TOM aussi, donc ils n'ont pas ce que peut avoir un étudiant en métropole, se rapprocher un week-end ou un week-end sur deux, donc ils ont d'autres soucis, donc c'est important pour l'équilibre. Et surtout avec cette situation, de retrouver aussi, de se ressourcer chez lui et avoir l'opportunité de s'exprimer dans quelque chose où il va s'épanouir et retrouver peut-être un équilibre personnel. Donc pour moi, c'est une très bonne chose. Après, il faut que vraiment soit très bien présenté à la Fédération française, et je pense que vous avez fait le nécessaire, et je ne vois pas le problème que ça poserait au niveau des clubs amateurs en métropole ou même des clubs de National 2 qui sont carrément arrêtés au niveau du championnat. Oui, on est très optimiste, d'autant plus qu'on est accompagné par la Ligue, par les éducateurs, toutes les personnes à qui on a parlé de ça ont trouvé ça très bien. Les garde-fous qu'on devait avoir, c'est que le joueur puisse retrouver le même statut quand il reviendrait en France pour que les clubs les laissent partir, premièrement, et deuxièmement, que le joueur puisse choisir son club sur la Guadeloupe. Parce qu'au départ, quand on a pensé cette idée, on s'était dit que le joueur revenait dans le dernier club quitté. Mais l'objectif n'étant pas le football réellement, même si ça sert le football, et on peut faire les deux, l'objectif était plus un objectif social, permettre à ces jeunes-là de se retrouver dans un environnement familial, amical et de notre île. Voilà.
On va suivre ça avec beaucoup d'attention. Oui, très attentif. Après, je suis peut-être un peu moins pour l'idée, hein. C'est un avis personnel de participer à un championnat national, mais moi j'ai toujours mis en avant que pour compenser ce problème de niveau, de pouvoir jouer en National 3 comme peuvent avoir en métropole, c'était de créer un niveau championnat national avec pris en charge par la Fédération française entre Martinique, Guadeloupe, Guyane, et là ça ferait de suite montrer le niveau et permettre peut-être à ce niveau-là d'avoir une majorité de joueurs fédéraux et avoir une aide conséquente justement de la Fédération française. Parce que en pratique, aller participer au championnat de France, c'est impossible. Oui. Impossible par rapport au déplacement. Impossible par rapport à la récupération, par rapport à tout ça. Mais c'est un long sujet qu'on pourra discuter en dehors. Ça fait l'objet. Mais le reste. Un vrai débat. Exactement. Alors ça, c'est le premier sujet. Il n'est pas fermé. Associé au deuxième sujet. Non, et on sait très bien que c'est quelque chose qui va demander des aménagements et qui est sur le long terme. Par contre, le sujet de licence Covid est un sujet éminemment crucial et urgent. Voilà. Alors en attendant, qu'est-ce qui se passe dans le championnat? Eh bien, il y a des équipes qui cartonnent. Dans le championnat de la Régionale 1, par exemple, de la Régionale 1, c'est le cas du CSM, par exemple, qui était opposé au club sport. Regardez ce reportage de nos amis de Télé-CSM. Premier but de la partie signé Mehdi Biardo. L'ouverture du score pour le CSM par Mehdi Biardo. 1-0 pour le club sportif Mounien alors que nous jouons la 10e minute de jeu. L'entrée touche directement dans la défense. Attention à ce numéro 11 et belle parade de Kevin Ajax sous cette frappe de Camille John. Et la balle sous les côtés pour... et attention, il va centrer, mais pour personne, à nouveau pour Mézila. Mézila qui... Et la frappe et le deuxième but pour le CSM. Le deuxième but du CSM signé Menji Gomez. Menji Gomez qui inscrit d'une frappe imparable ce deuxième but moulien. Voilà, et le troisième but du CSM. Le troisième but du CSM. Et voilà, c'est la mi-temps ici au stade Jacques Montremy. Net avantage pour le CSM sur le score de 3-0. Deuxième mi-temps. Part donc de cette seconde période. Ballon contré. Menji Gomez qui va peut-être frapper. Et le poteau. Et le quatrième but, c'est Ryan Kaolé qui inscrit le quatrième but pour le CSM. Théo Astorga, attention en plein axe. Et encore une fois, un sacré arrêt de Kevin Ajax. Et ballon profondeur pour Erin qui va centrer. Et il a trompé contre Sanko, le portier chez l'ami. Le cinquième but du CSM, c'est une belle action malheureusement pour le capitaine chez l'ami, c'est lui qui a mis au fond des buts. Le 5-0 pour le CSM. Non, il décale plutôt Erin. Oh là là. Et voilà, le 6-0 pour le CSM. Le sixième but du CSM signé Vikash Thié sur penalty. Vixio qui pousse peut-être trop sa balle. Oui, il a eu à centrer. Et le septième but de Ryan Kaolé. Ça devient une démonstration. Et le septième but du CSM signé Ryan Kaolé sur un beau travail de Dylan Mixture. 7-0 pour le CSM. C'est plus que le break. Oui, et oui, 7-0, 7-0. Et puis, il faut dire, dans les vestiaires, il se passe plein de choses. Je vous propose là encore de regarder ce sujet de nos amis de Télé-CSM. Vous allez voir, c'est un moment important pour le joueur. Pourquoi? Parce qu'il y a de la motivation. Écoutez. Web TV. Sur Télé-CSM. Seul compte la vérité du terrain, dit-on souvent en football, mais la vie du vestiaire à la mi-temps contribue à cette vérité. Parole de vestiaire. Retrouvez parole de vestiaire. L'état d'esprit, l'envie, la disponibilité pour l'équipe, la solidarité, le jeu toujours vers l'avant, proche de l'adversaire, faites votre jeu, arrêtez de tourner en rond. Vous avez très honnêtement cherché à le faire dès le début. On ne garde pas la balle, on met de la vitesse dans la transmission, la première touche vers l'avant, on monte. On va provoquer l'adversaire, on essaie de les empêcher de jouer. Bon, ils arrivent quand même à ressortir un peu.
En tout cas, dans l'état d'esprit, ça me convient. C'est ce qu'on avait décidé. Vous avez déjà fait la moitié du boulot. Après, derrière, Viardeux, il est bien, il marque chaque match. Malheureusement, il a une douleur, j'espère que c'est pas trop grave. Ça s'enchaîne, vous avez la réussite, le gardien qui lâche le ballon, pas c'est beau. Pour moi, c'est 0-0 là. J'ai entendu certains dire, de là où j'étais, les gars n'ont pas lâché rien, nous allons continuer. C'est ça le plus important au foot. À partir du moment, et si vous ne gérez pas ça là dans la tête, ça va partir dans tous les sens. Parce que inconsciemment, vous savez que vous menez et on se relâche. Non, on est dans le même état d'esprit, on est au travail là. On est au travail. Ça veut dire que vous devez répéter les gamins, répéter ce que vous avez décidé. Je ne dis même pas moi, parce que vous avez décidé. Ce qu'on va faire pour vous, pour les autres qui vous supportent, pour la famille et tout, c'est ça toujours. Il a manqué 45 minutes les gars. On est à 0-0. Maintenant la deuxième partie. Vous allez chercher à jouer davantage, sans jamais arrêter le ballon. Là, on va pas se mettre à récupérer, à jouer à 2 à l'heure et tout. On a une semaine encore dans un match. Profitez pour travailler, comme à l'entraînement, quand on vous fait répéter des gammes. Profitez. Le score n'est jamais acquis. On n'avait pas nos yeux pour pleurer avec Richard. Le premier match de la R3, on a mené 4-0, mais largement. On n'avait pas nos yeux pour pleurer à la fin. Parce qu'on s'est laissé aller un petit peu. Et puis le foot est tellement traite, tu fais une erreur, tu fais un truc et tu encaisses 2 buts. On est à 0-0. Donc c'est un deuxième match qui commence. Je veux le même état d'esprit. Sur les sorties de balles, ben, nous cadrer. Et puis défensivement, les gars, je suis désolé, je ne vais pas pour duel. Pour le duel, vraiment, je ne sais pas s'il y a faute. Moi, je ne siffle pas non plus. Les gars, on est dans une bataille d'hommes, les gars. Nous, quand même, Loïc, tu vas perdre un esprit à battre derrière l'arbitre. Ça sert à quoi, les gars? Vous, là, j'ai enfilé un nous, on va pas changer les décisions là. Hein. On a été beaucoup trop tendre. C'est simple qu'à foutre pied, hein. Valmy, il vient couper Théo là. Mais voilà, les gars, c'est dans l'engagement que je nous attends un peu. Les gars, on rentre là, les 5 premières minutes. On va chercher. Nous à 3-0 là, nous allons chercher, nous allons mettre pression sur eux. On les fait douter. Si nous mettons en but, nous avons une chance de revenir en match, à reprendre un peu de confiance. Oui, c'est vrai. C'est un moment très important ici pour les joueurs. Ah, c'est le moment le plus important et c'est surtout le moment où les joueurs doivent être surtout à l'écoute et récupérer. Et ces paroles-là sont importantes. Alors, chacun a son style. Hein. Chacun a son style et son style à adapter à chaque rencontre parce qu'on ne peut pas avoir le même discours à chaque match et par rapport à la situation. Alors, le plus aisé, le plus facile, c'est peut-être donc Christophe qui peut nous en parler, Béziers. Donc, bien sûr. Mais c'est vrai que c'est un moment important que 2 fois on néglige. Alors c'est très bien, Richard il aime bien aussi moi je sais que je serai entraîneur, j'aurais du mal que quelqu'un vienne filmer, après ça c'est personnel, mais c'est bien aussi d'entendre ça. Pour moi je pense que ça, après lui il est assez pédagogue, donc c'est quelqu'un qui est assez facile dans la discussion, et puis il a ce côté aussi enseignant qui lui permet aussi d'être habitué à avoir ces situations. Et c'est véritablement votre comportement, Christophe, sur le terrain, enfin dans les vestiaires. Oui, c'est pareil. Oui, c'est à peu près la même chose. Hein. Parce qu'il faut vraiment les motiver. Il menait déjà 3-0, le contexte c'est qu'il menait 3-0, c'était de ne pas tomber dans la facilité, donc il fallait les remotiver et repartir. Il a dit plusieurs fois que le match il était à 0-0, c'était pour ne pas... Pour qu'ils tiennent la pression, pour qu'ils ne tombent pas dans la facilité. Exactement. Alors, au terme de cette 13e journée, puisqu'on va voir un petit peu les résultats, dans la poule A, par exemple, vous allez voir tout de suite, dans la poule A, les résultats, eh bien, la Gauloise qui était opposée à la Solidarité Scolaire 2-0, Juventus et Arsenal n'ont pu se départager 0-0, 7-0 pour le CSM face au Club Sport, l'AS Gosier 2-1 face au Stade Laventinois, et puis Exan, l'Amical. Dans le groupe B, les résultats que l'on va voir tout de suite. Merci pour les résultats dans le groupe B, que je demanderai à Kevin de me donner juste, voilà, les résultats dans le groupe B. Le CFA qui a été battu par le Dynamo 3-2, le Phare 2-1 face à l'USR, un partout entre la Jeunesse Évolution et la Vestar, et puis le Racing qui crée la surprise sur les couleurs face à l'USBM 0, exempt évidemment la USBH. Alors quand on voit ces différents résultats, on va voir le classement. D'abord en ce qui concerne la poule A, eh bien l'AS Gosier qui caracole en tête, 38 points. Aucune défaite, hein, si je crois bien, jusqu'à présent, pour cette équipe gosérienne. Deuxième, c'est le CSM. Troisième, la Juventus, 31 points. La Solidarité Scolaire, 4e.
avec 30 points, et puis ferme la marche, le Club Sport, 16 points dans la poule B. Dans la poule B, le Phare, 35 points, 34 pour la Jeunesse Évolution qui est deuxième, l'USC au troisième, belle remontée de cette équipe saint-rosienne, quatrième c'est la Restar, et puis ferme la marche, le CERFA avec 15 points. Alors, le classement, évidemment, on l'a vu. Maintenant, qu'est-ce que ça va donner en ce qui concerne la 14e journée, puisqu'on va le voir, cette 14e journée qui va se jouer le week-end prochain. Dès vendredi soir. Voilà. Alors, on a un certain Solidarité scolaire qui sera opposé au CSM. Ça vaut le déplacement, cette rencontre. Le Club Sport face à l'AS Gosier et l'Arsenal face à la Golasse. On dit que c'est toujours difficile, hein, Steve, lorsque par exemple la lanterne rouge joue contre le leader. C'est un match qui est extrêmement difficile. La Juventus sera opposée à l'Amicale, et puis Exan, le Stade de la Montinois. Dans le groupe B, maintenant, on va voir les différentes rencontres concernant le groupe B. Red Star Dynamo, là aussi, ça vaut le déplacement. Le Phare face à la Jeunesse Évolution, très bon match aussi. L'USBM face à la JSVH, Racing, le CFA et puis Exan. L'USC, on a fait quasiment le tour concernant le championnat de la régionale 1. Maintenant, on va voir, messieurs, on va faire un tour de table très rapidement pour la conclusion, puisqu'on arrive quasiment au terme de cette émission. Alors, oui, Dimané. Oui, je souhaiterais avant tout déjà remercier Canal 10 d'avoir permis à un club de Régional 2 de s'exprimer. Vous voyez, vous avez fait... ça se fait souvent, ça se fait Oui, non, mais j'adore, je tiens à remercier, à reconnaître ce travail. Et vous avez d'ailleurs montré le tableau de la Régionale 1, et c'est bien, il va falloir montrer le tableau de la Régionale 2. Donc, Lunar est plus que jamais motivé, bien sûr. Nous avons quelques matchs à venir. Nous avons fini cette première campagne des matchs allés en tête avec l'Étoile. L'Étoile a une différence de but meilleure que la nôtre. Mais pour nous, aujourd'hui, demain, chaque match. Alors pour vous faire plaisir aussi également. Chaque match devient un match de coupe. Voilà. Alors pour vous faire plaisir également aussi, nos amis téléspectateurs, l'Étoile, c'est vrai, partage le même de points avec vous, c'est-à-dire 40. Troisième, c'est la Juventus avec 38 points. Quatrième, l'AOG, 36 points. 33 pour le Sporting qui est donc cinquième. 28 points pour l'AS Nénuphar, 6e. Et puis on trouve à la 7e place le CSB avec 27 points. 8e, le Club Sportif Capestérien, 25. L'Éclair, 24 points. À la 10e place, on trouve la JSA, 24 points également. 21 pour la Frégate. Et puis ferme la marche, le Mondial, avec 12 points. Une équipe de Lunar, est-il besoin de préciser? Peut-être... ils ont dû récupérer beaucoup de joueurs de la JSA parce que je vois qu'ils sont en difficulté. Donc je pense qu'il va voir ça. Donc c'est peut-être la petite guerre aussi un peu dans ce championnat, mais bon, on va dire c'est de bon augure. Alors, Christophe Bézia, pour la conclusion. Merci à vous. J'aimerais saluer mes adjoints. Il y a une bonne ambiance. Monsieur Dimitri Ramdaya, Monsieur Willy Rabou, fait qu'on puisse continuer à faire ce beau travail. Voilà. Serge Baru. Merci également à Canal 10 de nous avoir reçus. Donc, je voudrais rappeler un peu à tout le public que la majorité des activités ont repris à l'UFOLEP. La seule, et qu'on attend avec impatience, c'est le cyclisme sur route. Donc, on attend les autorités de la préfecture pour pouvoir à nouveau revoir nos courses sur les routes guadeloupéennes. Et vous dire qu'en matière d'activité compétitive, le futsal en est déjà à sa 3e journée de championnat. Oui. La coupe a eu lieu au mois de décembre. Et le football a repris depuis novembre, donc le championnat se déroule tant en excellence qu'en élite. Donc on peut venir voir nos rencontres en grande terre comme en basse terre. Que du bonheur. Voilà, je remercie nos invités, surtout, qui nous ont permis d'un petit peu de prendre connaissance avec Lunar et de connaître un peu plus sur le FULEP. Et on est impatient justement de pouvoir commenter leur rencontre. Et on espère peut-être avant la fin de saison être là peut-être pour un bon final pour Lunar et peut-être être là même pour filmer la rencontre. Donc, et peut-être un match du FULEP aussi. Voilà, parfait. Merci à vous, messieurs, d'avoir participé à cette émission. Merci, chers amis téléspectateurs. Tout de suite après, c'est le foot, vous allez assister à cette rencontre qui était très intéressante entre la Jeunesse Évolution et la Red Star. Voilà, c'est l'essentiel qu'il faut retenir.
À très bientôt, c'est encore pour une nouvelle émission à savoir si le foot, qui est du reste de la vôtre. Bonne soirée à tous. À bientôt. Bonne soirée. Et 14 aussi.